Je me dis qu'on vit la période la plus passionnante de toute l'histoire de l'humanité. Plus il y a de manifestations, je trouve, et d'expositions comme vous avez faites, plus je trouve que ça va sensibiliser les gens, du coup, et à les faire réagir par rapport à tout ça. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui sont encore plus motivés pour changer les choses. Ils sont dans la même préoccupation et dans la même vision et la même analyse de la situation. Ça conforte, se dire je suis peut-être pas si déconnant que ça quand même. J'attends de voir ce qui va arriver, de bien ou de mal, mais je suis plus dans cet état d'esprit, j'ai pas vraiment peur. Toujours été possible de rebondir, donc j'y crois et je pense que mes enfants ont les ressources pour rebondir également. Le collectif Exora est allé à la rencontre de différents acteurs de notre futur pour comprendre leurs émotions, leurs réflexions et leurs actions. Les enfants de l'effondrement, épisode 3, acceptation et renouveau. Je m'appelle Timothée Bourlier, j'ai 25 ans. Actuellement, je travaille dans une banque coopérative, dans une agence dédiée au projet de l'économie sociale et solidaire. Je fais des études dans le commerce. À côté de ça, je suis aussi directeur artistique d'une association à Lyon qui organise des concerts techno. Je m'appelle Ophélie Outardo-Assège, j'ai 23 ans. Je suis en Master 1 en culture et événementiel. C'est Floyd Novak. Je suis enseignant indépendant supérieur en école d'ingénieur et de commerce, en écologie politique et développement durable. Alors moi je m'appelle Basile. À l'heure actuelle, je suis à l'école de 3A. C'est une école de commerce sur le développement sociétal et environnemental. Moi, je m'appelle Joséphine, j'ai 17 ans. Je fais partie du For Climate. Je m'appelle donc Mehdi, je suis en 5e dans le collège Saint-Louis de la Guillotière. Je m'appelle Henri, j'ai 54 ans, père de famille. Donc j'ai 4 enfants. Je m'appelle Philippe Maquet, j'ai 52 ans. Je suis engagé depuis maintenant plus de 25 ans vis-à-vis des enjeux que vous abordez, de grands enjeux sociétaux. Est-ce que j'ai peur de l'avenir ? Oui. J'ai peur qu'on se prenne tout ça de plein fouet, même si je pense que l'effondrement, ça ne sera pas direct en une semaine, tout part en cacahuète. Non, ce sera lent. Et je pense qu'au contraire, ce sera plus douloureux. J'ai vraiment une espèce de fascination, moi, pour cette période-là. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je suis content quelque part de vivre ça parce que je me dis qu'on vit la période la plus passionnante de toute l'histoire de l'humanité. C'est difficile de pas céder quand même à une forme d'inquiétude à défaut de peur. Il faut quand même un peu avoir peur parce que ça permet c'est salutaire sans doute, mais pas trop quoi. Parce qu'il ne faut pas être paralysé par cette peur. Je n'ai pas peur de l'avenir, ni pour moi, ni pour mes enfants. Je suis une éternelle optimiste qui pense que même dans le pire, il y a toujours des ressources insondables. La vie n'a pas toujours été simple matériellement, personnellement ou humainement, ou même socialement. Mais il a toujours été possible de rebondir, donc j'y crois et je pense que mes enfants ont les ressources pour rebondir également. Je dirais pas que je suis angoissée ou anxieuse vis-à-vis de l'avenir, mais évidemment, je me pose des questions à ce propos. Je pense que pour beaucoup des jeunes engagés écologiquement et socialement, il y a une grande peur de l'avenir, de ce qui va se passer. Nous, on est jeunes, on s'est dit, cool, on va pouvoir vivre notre vie à fond et puis se rendre compte qu'il y a quelques petits problèmes. J'ai pas peur, on va dire que je suis prêt à ce que ça arrive. Je sais pas exactement ce qui va arriver, mais je pourrais pas être dans la peur parce que je pense qu'on nous a assez prévenus et que tu peux pas avoir peur de quelque chose que tu connais. Et là, je pense qu'on est assez prévenus sur ce qui peut arriver, donc on va dire que là, je suis plus attentiste et j'attends de voir ce qui va arriver de bien ou de mal, mais je suis plus dans cet état d'esprit, j'ai pas vraiment peur. Avec tout ce qu'on nous dit aux infos, aux médias, dans les réseaux sociaux, etc., qui nous dit si on n'agit pas, ça va vraiment être le chaos. Oui, ça me fait un peu peur. Pas pour moi, vraiment, mais par exemple aussi aux générations de demain, ça va pouvoir vraiment les impacter en fait. Ça m'arrive d'avoir peur. Après, tout de suite, je le mets de côté parce que je pense que chaque génération a eu ses problèmes. À part peut-être la génération de nos parents, en tout cas en terre occidentale. L'avenir est inconnu par nature. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Nos sociétés traversent des crises qui plus est pas uniques, qui se succèdent. Je veux dire, le XXe siècle n'était pas forcément extraordinaire. Donc je suis sûr que en regardant avant, c'était pas mieux non plus. Donc le fait que ce ne soit pas une situation inédite me laisse un tout petit peu espérer qu'il y a quelque chose à faire. La vie sur Terre, elle a jamais été que belle.
Et du coup, j'essaye juste de profiter des instants au quotidien. C'est pas tous les jours facile parce que du coup, mon métier est dissonant cognitivement, je me remets en question. Des fois, je passe par des moods compliqués, mais je trouve toujours de quoi rebondir. Je m'appuie sur un cercle solide autour de moi. Et je m'appuie sur mes valeurs. Je suis pas angoissée, j'ai assez confiance en moi, en l'univers, en la façon dont peut se passer les choses en général. Après, évidemment que je me pose des questions sur comment est-ce que on va avancer, ou même comment est-ce que moi je vais pouvoir travailler, vivre à l'avenir en prenant en compte tous ces changements. Comment est-ce que je vais pouvoir inclure ces changements dans ma vie, dans mon travail aussi, et comment est-ce que je vais pouvoir avoir une action la plus forte possible vis-à-vis de ces changements. Après, face à l'obstination de certains, je suis parfois découragée. J'ai envie de dire à quoi bon. Et puis je me dis que le tout petit discours que je porte, si je ne le porte pas, personne ne le fera à ma place, alors je continue. Et avec des petits morceaux de ficelle, on peut faire une longue corde. J'essaye de ne pas me dire que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me dis, c'est factuel, c'est là. Comment je fais pour être satisfait de ma vie par rapport au fait que je savais. Je ne suis pas à la recherche de l'amour, je ne suis pas à la recherche à l'heure actuelle, non. J'ai du mal à me projeter, vraiment. J'ai beaucoup de mal à imaginer fonder une vie de famille, avoir un enfant, alors que mon frère et ma grande sœur viennent d'avoir justement des enfants, et quand je suis avec eux, je suis plus heureux. Et ces moments-là, et c'est vraiment, je me nourris de ces moments-là, mais je ne sais pas si moi je le veux, parce que je ne sais pas si je serais capable de subvenir à leurs besoins, je ne sais pas si j'ai envie de donner la vie dans ce monde, je ne sais pas. Personnellement, moi, mon grand frère, il a eu un petit il n'y a pas longtemps, une petite même. Et du coup, ça m'a un peu bouleversé parce que l'innocence d'un enfant, c'est magnifique. C'est même réjouissant. Mais en même temps, est-ce que j'aurai les épaules pour surmonter la charge de soutien qu'on doit leur apporter d'ici 20 ans avec tout ce qu'on va se prendre dans la tête? Je sais pas. J'ai peur de concevoir la vie pour la détruire, de pas pouvoir assumer alors que c'est une chose qui est magnifique. Et du coup, c'est une question qui me tracasse, mais je verrai à l'instant T si ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, j'essaye de pas y penser, même si ça m'atteint d'une certaine façon. Je peux pas dire aujourd'hui, dans la situation actuelle, j'aurai des enfants, j'aurai pas d'enfants, parce que je suis pas assez avancée, on va dire, que pour pouvoir dire ça, mais c'est une question qui se pose énormément. Déjà de base, mais encore plus vu la situation actuelle. Est-ce que c'est bon pour eux d'en avoir dans un monde pareil, quoi? Genre cette question-là qui se pose forcément. Ça m'est arrivé de vivre des phases de profond mal-être, même souvent. C'est des petites périodes en fait où on est un peu au plus bas. Il y a 2 ans, j'ai eu une période où c'était vraiment super difficile parce que je me sentais toute petite et j'avais l'impression que je pouvais pas avoir de poids dans la balance, que mes actes ne signifiaient rien, etc. Des phases de dépression ou de tristesse, ouais, j'en ai vécu. Je pense que ça joue sur mon moral, le fait d'aller chercher tant d'informations par rapport à ça. Parce que souvent, il y a des informations qui sont très tristes, qui te plongent dans un état de tristesse totale. Ça m'est plusieurs fois arrivé d'être vraiment déprimée à cause de ça. Ça me le faisait beaucoup plus quand je commençais à me renseigner, mais que j'avais pas encore de moyens de m'exprimer à travers les Fuck la Meute ou à travers d'autres manifestations, etc. C'était en 2009 et on parlait pas du coup d'éco-anxiété à l'époque. J'étais vraiment pas bien. Je me questionnais beaucoup sur ses origines, sur comment ça se fait qu'on en est là, pourquoi est-ce que les gens se bougent pas plus. C'était vraiment très difficile. J'ai eu 2 mois à peu près où c'était pas facile. Je pleurais énormément. Je pleurais pendant 1 heure chez moi parce que toutes les raisons qu'on a déjà abordées, je faisais des crises d'angoisse aussi régulièrement. Quand je suis chez moi tout seul, en ce moment je vis dans un appartement à Grenoble. Le soir je rentre et après une journée de taf, sachant que j'ai mes projets à côté, j'ai pas la motivation de sortir. Je suis fatigué et c'est ces moments-là où je vais plus ruminer et être dans un état qui n'est pas... si je me voyais de l'extérieur, je pense que je me dirais « qu'est-ce que tu fais, quoi ? Bouge-toi le fiacre ». Je me mets tellement de pression par rapport à ça que des fois, en fait, je vais vouloir trop en faire. Je vais être une grande fatigue et ça peut aussi jouer sur mon état d'esprit en communauté, où je vais avoir tendance soit à m'effacer, soit à réagir trop virulemment quand il y a des choses qui me déplaisent.
Parce que j'ai tendance à oublier que je suis qu'un être humain et que, de toute façon, je crée un média et je me dis, voilà, est-ce que j'ai de la légitimité pour créer un média? Et ce que je vais dire, certaines personnes, je pense, vont cracher dessus parce qu'elles vont être en désaccord. Ou est-ce que, par exemple, je vais penser qu'une innovation est bonne, mais d'autres vont me dire qu'elle n'est pas bonne? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est à cause d'une sorte de dissonance cognitive. On est dans un monde où il y a plein de médias, il y a plein de pubs, et nous, on essaie de changer les choses sur la consommation. Et du coup, j'ai des phases de mou, aussi comme quand il y a des petites catastrophes environnementales, comme l'Australie récemment. Ça impacte quand on voit qu'il y a 1 milliard d'animaux, sans compter les petits animaux, la vie dans la terre, qui sont morts. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Il y a une extinction de la vie aussi. À l'avenir, on n'y pense pas, mais on y pense quand même. On essaie en permanence de construire un avenir meilleur, mais on évite d'y penser ce qui arrivera si on n'y arrive pas, quoi. J'habitais au centre-ville de Lyon et tous les jours, je passais devant des personnes sans abri. Il y a tout le temps des choses qui me rappelaient que j'étais toute petite. Quand je vois certains de mes étudiants qui entament des phases d'éco-anxiété qui durent des mois, voire des années pour certains, franchement, ça me déprime moi aussi parce que j'essaie de les convaincre que c'est en étant dans l'action qu'ils vont le plus être capables de rendre leur prise d'information productive à la fois pour eux et à la fois pour les autres. C'est comme une forme de dépression en fait. Pour en sortir, si on n'est pas actif, c'est très compliqué. Je sais pas si c'est une phase qu'on vit forcément parce que y a plein de gens autour de moi qui l'ont pas vécu. Et du coup, je commençais même à développer un certain mépris pour toute autre forme d'intérêt. J'ai eu une phase pendant bien 1 an ou 2 où j'étais un peu le militant, je caricature exprès, mais le militant vegan de 269 Lives qui a découvert il y a quelques mois les tortures dans les abattoirs, quoi. Et concrètement, voilà, je me suis mis en froid avec beaucoup de gens parce que je leur disais, mais il faut s'intéresser à ça, faut se bouger, quoi. Je pense qu'à partir du moment où tu as vu une vidéo où tu vois des petits poussins qui se font massacrer et qui deviennent des nuggets, tu peux pas te dire demain je vais aller manger un McDo et prendre des nuggets. À part si t'as pas d'âme, je sais pas, ça, pour moi c'est pas possible. Je suis pas du tout dans la logique de me dire c'est trop tard, on peut plus rien faire. Enfin, si j'étais dans cette logique-là, je pense pas que je surconsommerais et je me tirerais plus une balle, tu vois. Enfin, pour moi, ça a aucun sens. C'est-à-dire que maintenant, quand je marche dans la rue et que je vois des promos, alors que je sais que ça crée de l'emploi, c'est bien, mais derrière, on pense pas. Enfin, à court terme, bien sûr, la personne en tire un salaire et elle peut vivre, mais elle détruit une autre richesse, une richesse naturelle. C'est pas viable. Et en fait, je suis plus dans la logique de comment moi je peux faire pour avoir l'impact le plus minime et comment après je peux le diffuser. Comment je peux accompagner les gens dans leur transition sans être virulent et Je suis plus dans une logique de leur faire comprendre à travers des gestes et des explications simples. Le fait de vouloir profiter de l'instant présent régulièrement, mais indépendamment du contexte en fait. C'est plutôt parce que effectivement, comme tout le monde, quand on mesure, surtout quand on avance dans les âges, qu'on se dit j'en ai moins à vivre que ce que j'ai vécu et qu'on se rend compte aussi que on est passé par des chemins qui n'étaient pas forcément toujours une réussite, quoi. On se dit il y a du bon à prendre, prenons-le. Aujourd'hui c'est bien, profitons-en pour ce qui est bon à prendre. Mais je pense que c'est lié à l'âge aussi. Vis-à-vis de l'éco-anxiété, je dirais que si c'est une phase par laquelle je suis passée, après j'ai réussi à dépasser ça en fait. J'essaye toujours de faire la part des choses parce que je veux pas me positionner en tant que victime. Pour moi aujourd'hui on est tous dans le même bateau. On va tous devoir faire face à ces crises systémiques. Et il y en a aujourd'hui qui y font déjà face. Parce que pour moi, la théorie de l'effondrement, elle a déjà en soi commencé. Parce que tu vas à des personnes qui vivent en Syrie, en Libye, tu leur parles d'effondrement, c'est leur quotidien. Il y a une phrase de Kerry James que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est par rapport aux attentats de Bataclan, qui sont d'une tristesse totale, mais on n'a fait qu'effleurer l'horreur de leur quotidien. Je fais la part des choses, j'ai de la chance, et je me sers de cette chance pour faire quelque chose de bien, je pense de bien par rapport à mes valeurs. Mais je trouve toujours la façon de repartir, soit avec mes proches, avec mes amis, avec le travail. Il y a des choses à faire, donc c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser. Comme ça se joue à plusieurs échelles, il y a toujours une certaine échelle où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est satisfaisant, qui nous nourrit.
on est obligé de trouver des moyens de se rassurer. Alors ça peut être par l'évaluation de ces actions, ça peut être par la discussion avec d'autres bénévoles, avec d'autres militants, de l'association ou pas d'ailleurs. Et puis ça peut être simplement réévaluer le chemin parcouru. C'est plus vraiment une remise en question personnelle de son implication et de toujours trouver des manières de faire en plus. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre, que je m'engage en politique et que j'ai d'autres projets en rapport avec tout ça et que je me limite pas à l'association. C'est que si je suis pas actif sur ces sujets-là et si je suis pas innovant, en tout cas pour moi, je pense que je déprime. Si on consomme autrement, ils seront obligés de répondre, d'adapter leurs produits, parce qu'on est le premier financeur de cette économie, c'est le consommateur. En tant que consommateur, on peut vraiment faire aller les choses dans un sens ou dans l'autre, quoi. Une forme de sobriété, une forme de simplicité, certains disent décroissance, peu importe le mot. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de faire avec une forme de parcimonie. Dans mon collège, on fait beaucoup de choses écologiques, donc on a créé des sortes de poubelles pour bien trier, pour éviter le désordre et tout. Ce que j'arrive le mieux à faire, c'est globalement, j'ai totalement arrêté d'acheter des vêtements quasiment. Je réfléchis beaucoup plus à quand je veux acheter un vêtement, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative. Et quand j'en ai vraiment besoin, généralement, j'achète soit sur Vinted, soit dans des fripes à Lyon ou à Paris. J'essaie de réduire la viande, même si c'est très compliqué. Notamment au self, quand il n'y a rien d'autre à manger. D'abord, je l'envisage à titre très individuel. Comme je vous disais, je perçois qu'il faut qu'on fasse vraiment notre part. Il faut que les individus le fassent. Sinon, c'est pas la peine d'aller râler contre les organisations. Bon. On n'est pas assez réfléchi pour agir avant d'être confronté au problème. Et j'espère vraiment que là, ce qui se passe, ça va nous faire réfléchir sur plein de choses, à grande échelle, j'entends. Et qu'on va pouvoir mieux réfléchir et mieux appréhender l'avenir. Je pense que là, on était dans un flux tendu depuis 40 ans peut-être, où ça a été juste grossir, produire, consommer. Là, la Terre est à l'arrêt quasiment. Et du coup, je pense que là, c'est vraiment... je pense que beaucoup de gens se rendent compte que c'est le moment un peu de faire table rase de tout ce qui s'est passé et d'essayer de rebâtir quelque chose de plus viable. Enfin, quand on était jeune, on nous parlait du développement durable. Ça a complètement disparu comme expression pendant des années. Et là, je pense que c'est le moment d'y réfléchir vraiment à un développement humain et un développement durable et collectif, solidaire. Et je pense qu'il faudra reconstruire tout ensemble. Et c'est un peu utopique comme façon de penser, mais je pense que si les objectifs sont placés au bon endroit, tout le monde sur Terre a sa place et a de quoi vivre correctement. Donc je pense que ce serait bien que ça soit plus équitable. On a aménagé des choses pour que, en fait, si on avait des objets ou des pulls cassés, par exemple, des pulls qu'on trouve et tout, on peut les donner. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne idée. C'est extrêmement important pour nous de faire du lien avec d'autres structures qui ont évolué dans cette même période. Je pense à Anciela, je pense à Boycott, je pense à Zéro Déchet, je pense à Mouvement de Palier, je pense à Greener Good. Je pense à plein d'associations comme ça, qui sont pas forcément des associations qui sont aussi politisées que nous toujours. Auparavant, dans l'écologie, toutes les assos se ressemblaient quand même un peu, à part les toutes petites assos, mais c'était souvent des très grosses assos, très structurées, très professionnalisées et salariées. Alors que là, aujourd'hui, on est sur des assos qui sont vraiment, pour moi, qui forment une vraie société civile, quoi. Donc pour moi, la transition, elle se fait à l'échelle individuelle, elle se fait à l'échelle collective. Il y a des villes ou des collectifs qui sont engagés. Elle se fait aussi à l'échelle de l'État, où il faudrait réformer une bonne partie de cet État et essayer de donner de la voix à plus de gens, parce que pour moi, c'est un système pas démocratique, puisque on ne peut pas apporter sa contestation. Normalement, l'État devrait être au service de ses concitoyens. Et je n'ai pas l'impression en France que l'État est à notre service, même si on a des services qui sont importants, avec les privatisations qui sont en cours. Donc je n'ai pas l'impression que l'État nous soutient. Il soutient plus l'économie et pas ses concitoyens. Le changement social, c'est un phénomène qui est complexe, qui est plus ou moins rapide en fonction de plein de critères, en fonction de l'état des inégalités, en fonction de phénomènes exogènes de type est-ce qu'il y a un caractère d'urgence par rapport à la question écologique, par exemple. Je suis très très frustré parce que en me disant que si on avait eu 10 ou 20 ans de plus,
il y a de grandes chances qu'on ait réussi à changer les choses. Et on me répond souvent, oui, mais s'il y avait eu 10 ou 20 ans de plus, est-ce qu'on en serait au même état? Même dans le meilleur des cas où là, il y a une prise de conscience de malade et en l'espace de 10 ans, on inverse complètement la tendance et on arrive à créer une société idéale sans un effondrement trop violent, etc., etc. On peut être sûr qu'il y aura quand même des violences, mais qui seront des violences de personnes qui sont pas du coup d'accord avec ce qui est en train de se passer, et il y en a. Je crois au pouvoir immense de l'éducation et de la sensibilisation sous toutes ses formes. De la même façon que le monodiscours ambiant a fait miroiter un rêve de confort et de toute puissance à des générations, il faut réussir à détricoter ça et à éduquer à la juste mesure, au bon, au vital, au bien commun, et à la responsabilité individuelle et collective plus qu'au profit par-dessus tout, sans vivre ou rêver pour autant dans le monde des bisounours. Et je crois qu'il faut se poser une question, c'est qui sommes-nous ? Et de là découlent d'autres questions comme qu'est-ce qu'on est capable de donner chacun plutôt que de prendre. Il faut déjà transmettre un message, mais il faut aussi toucher nos jeunes. C'est le futur, c'est eux qui vont prendre les conséquences des 3-4 générations qui ont précédé. Il faut essayer de leur inculquer 2-3 connaissances et valeurs environnementales, que notre planète, sur notre planète, les ressources, elles sont finies. Il faut vraiment que ça soit ancré, qu'on ne va pas pouvoir consommer comme ça tout le temps. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le changement social, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le phénomène d'inertie. Le phénomène d'inertie, c'est l'idée selon laquelle on ne voit pas le changement. C'est-à-dire que le changement, il est là, mais on ne le perçoit pas. On est incapable de le percevoir parce que les choses évoluent très lentement, voire même elles évoluent pas du tout. En tout cas, on ne les voit pas évoluer formellement. Une population, l'individu, on va dire plutôt, va avoir tendance à percevoir seulement, prioritairement, ce qui le dérange. Notre public, à nous, en interne, c'est les bénévoles, mais en externe, c'est des publics qui sont éloignés des questions environnementales. On va aller chercher des publics qui sont globalement captifs et qui sont globalement pas intéressés ou pas concernés pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles ou autres, par les questions environnementales. Dès lors qu'on est ignorant, on a tendance à se comporter un peu de façon inconséquente. Tant que je ne savais pas, par exemple, que dans le Nutella, il y avait de l'huile de palme, je mangeais Nutella parce que c'est bon. Le jour où je sais qu'il y a de l'huile de palme et que je vois des reportages sur les conséquences sur la nature de la culture de l'huile de palme, on se dit peut-être que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a d'autres produits qui peuvent donner grosso modo le même plaisir, mais qui a priori n'engagent pas les mêmes effets délétères. Et ouais, il faut essayer de chercher d'autres modèles. Moi, il y a un modèle qui m'intéresse, c'est l'économie bleue. Ça se résume en les déchets des uns sont les ressources des autres. C'est essayer de voir qu'en fait, on peut faire des cycles perpétuels si on arrive vraiment à maîtriser tout ce qui est question de recyclage. Même si on ne peut pas recycler à 100%, ce sera toujours mieux que d'une consommation unique et que ça finisse dans un océan ou dans une décharge à ciel ouvert, quoi. Mais pour ça, il faut le savoir. Donc du coup, je vous rejoins, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'information, après tout, on est tellement bombardé d'un flux d'informations que s'il n'y a pas de l'information pertinente, digérée par d'autres et qui nous permet de nous alerter, on va aller au plus simple, au plus pressé. On ne va pas se prendre la tête sur tous les sujets. On n'a pas le loisir ni la capacité. Cette éducation, pour que ça fonctionne, pour ça que ça s'accélère, à notre sens, il faut vraiment qu'on ait la capacité d'avoir un mouvement d'éducation qui soit disponible partout sur le territoire, pour tous les acteurs, pour tous les publics et sans condition de moyens, et ça c'est délicat. Le premier objectif, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas tant de faire en sorte que les gens sortent de là en étant hyper écolo, en étant végétarien, tout ce qu'on veut. Notre premier objectif, ça va vraiment être de déconstruire tout un ensemble d'idées reçues, de mythes dont je parlais tout à l'heure, et au contraire d'incorporer l'idée que y a un caractère d'urgence, qu'il y a une transition qui est faisable ou un effondrement productif, encore une fois, qu'il y a une projection qui est réalisable et qu'il y a finalement tout un intérêt à supporter les mesures qui seront prises en faveur de l'écologie. L'éducation, en fait, c'est de faire en sorte que la population soit à même, à un moment ou à un autre, de faire les bons choix, en fait, tout simplement. Ça permet aux gens de prendre conscience. Et après, à eux de décider, puisque finalement, il reste qu'à la fin, on a arbitré entre des besoins contradictoires, des envies contradictoires. C'est pas parce qu'on sait que ça, c'est pas bien qu'on va pas le faire. Mais si on le sait pas, évidemment, on n'a aucune raison de pas le faire.
Et je pense que c'est important. Enfin, au final, là, ce qui se passe, c'est un peu le combat de ceux qui voient pas les choses et ceux qui essayent de le dire. Et du coup, c'est un peu comme le combat contre l'obscurantisme au siècle des Lumières. Et du coup, c'est important de généraliser cette parole et que les gens prennent conscience petit à petit. Pour moi, l'éducation, c'est la clé. C'est la clé de tout. Pour ce groupe de mots que j'apprécie particulièrement, la transition écologique et humaine, parce qu'on a besoin d'éduquer les personnes pour l'écologie, mais on a besoin d'éduquer les personnes pour l'insertion de tout le monde dans la société. On a besoin d'éduquer les personnes sur comment se comporter vis-à-vis des femmes. On a besoin d'éduquer les personnes sur tout, en fait. Et si aujourd'hui on éduque les enfants, les jeunes, etc., sur des matières, tout ce qui est civisme, c'est pas quelque chose qu'on a énormément et c'est quelque chose qui serait très important. Il n'y a rien de mieux que du coup l'éducation. Ça permet de changer la vision du monde qu'on a, forcément. Moi, c'est ce qui m'a permis de changer ma vision et je pense qu'il n'y a rien de mieux. À partir du moment où tu sais, ton choix il est beaucoup plus conscient, on va dire, et l'impact que ça repose plus que sur tes épaules parce que tu es au courant. Donc c'est juste une question de conscience et que je pense que ça peut vraiment faire changer les choses si on éduque plus de gens. Enfin, moi dans le milieu j'ai l'impression déjà qu'on rabâche tout le temps les mêmes choses, mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront pas au courant. Des personnes qui partagent mes convictions, et j'en rencontre beaucoup, comme je l'ai dit, grâce à mon boulot, grâce à mon cercle proche. Il y a toute une génération pour moi qui est impactée et c'est vraiment en train de gronder, quoi. Ça encourage vraiment, plus il y a de manifestations, je trouve, et d'expositions comme vous avez faites, plus je trouve que ça va sensibiliser les gens, du coup, et à les faire réagir par rapport à tout ça. Savoir que beaucoup de personnes partagent mes convictions, c'est une source de motivation pour moi, mais j'ai pas besoin de ça pour garder ses convictions, on va dire. Moi, ça me booste de voir des gens qui sont à fond dedans, qui essayent de changer les choses parce que on se sent pas seul déjà. Donc quand on a coup de mou et qu'on voit qu'il y a des gens qui sont là pour améliorer les choses, on a tout de suite envie de les rejoindre et de mettre la main à la pâte. Avec les compétences qu'on a, tout le monde est utile. Et je pense que chacun a sa place à trouver dans cette réforme citoyenne et environnementale. Ces situations où il s'agit de choisir de façon un peu radicale, en quelque sorte, on peut passer pour fou, et même soi-même, on peut se percevoir comme fou de choisir la voie qui est pas celle qui est dominante, quoi. C'est pourquoi renoncer à un truc alors que finalement on peut l'avoir facilement. Le fait de savoir que d'autres ils sont dans la même préoccupation et dans la même vision et la même analyse de la situation, ça conforte, c'est-à-dire je suis peut-être pas si déconnant que ça quand même. Être en lien avec une sphère et avec des amis qui partagent ses idées, c'est très réconfortant, et puis ça permet aussi de toujours se remettre en question sur soi, sur ses idées, etc. Parce que même s'ils partagent ta vision des choses, elle est parfois un peu différente parce que leur situation est forcément différente de la tienne. On se rend compte, nous les jeunes, qu'il y a des problèmes. Il y en a, ils s'en rendaient compte il y a 50 ans. Avec le mouvement des hippies, par exemple, et je me vois mal dans leur situation où ils ont lutté pendant des années, personne ne les a écoutés. Tout ce qui est question environnementale, les scientifiques, ça fait longtemps qu'ils le savent. Et c'est resté à leur cercle, en fait. Ça s'est pas ouvert. Les gens n'ont pas pris conscience qu'ils nous alertaient et que les rapports du GIEC, ça existe depuis longtemps et qu'ils sont alarmistes. Et non, les États, ils n'étaient pas ouverts à ça. Dans le système actuel, ça sera impossible de changer les choses parce que on se rend bien compte qu'au final, les politiques, c'est juste des personnes qui sont placées et que t'as pas forcément les mains libres. Il faudra changer de système et de mode de consommation avant d'entrevoir des solutions efficaces et durables. Quand j'ai commencé à être végétarienne, j'étais un peu vue comme le clown du collège au début, parce que j'ai commencé à être végétarienne au collège. Et les gens me regardaient vraiment, vraiment très bizarre. Et c'est pas pour autant que je me suis dit non, mais en fait, je veux pas être végétarienne. Donc je trouve ça super et génial qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient dans ces mouvements, dans cette prise de conscience, etc. Et ce que je trouve le plus important, c'est de pas avoir besoin qu'il y ait toutes ces personnes pour pouvoir, moi, avoir mes convictions. C'est ces moments-là qui sont très riches, justement, quand on ose en parler, quand on ose mettre des mots sur ses pensées. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux,
factuel et un plan d'action. Et ce plan d'action, on l'a enclenché en osant discuter de ces sujets-là. Et ça nous a fait beaucoup de bien, plutôt qu'être chacun dans sa bulle et chacun justement à se dire c'est foutu, je vais surconsommer, je vais kiffer ma life. Non, je suis pas quelqu'un qui va se laisser abattre, je suis pas quelqu'un qui va baisser les bras. Et le fait d'avoir des proches qui ont cette même vision, c'est hyper porteur. Pour moi, il y a toujours envie d'aller plus loin en fait. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui sont encore plus motivés pour changer les choses et de d'autres manières, etc. Maintenant que les gens ont pris conscience de nos vulnérabilités, des risques en étant enfermés, quels sont les risques de rupture alimentaire, quelles sont les capacités d'alimentation sur ce qu'on appelle des circuits courts ou toutes ces choses-là, là, maintenant la conscience étant faite, on va pouvoir activer plein de projets partout en France et les mettre en réseau dans cette logique d'archipel où chacun, en fait, aura ses propres actions, aura ses propres démarches de projet. Mettons-nous en réseau, communiquons, documentons ce qu'on fait, partageons-le, enrichissons-nous de nos différences, de nos désaccords et montrons le plus largement possible au grand public que, ce que je disais tout à l'heure, le franchissement pour s'émanciper du modèle actuel et franchir le pas qui est très compliqué quand on ne sait pas ce que ça va donner, en fait, d'aller dans un autre monde. Mais en fait, si on voit que ce monde, il existe, qu'il est très humain, très satisfaisant pour chacun, en gros, c'est un programme de changement de cadre sociétal, hein, rien de moins que ça. Ma vision de l'avenir, elle n'est pas forcément positive, mais moi, mon idéal, c'est de construire quelque chose. Donc, il faut pas être pessimiste tout le temps. C'est normal d'avoir des bas, mais quand on voit qu'il y a des gens qui sont capables de construire des choses, par exemple avec les low technologies, des choses toutes simples qui permettraient de changer la vie de millions de personnes et de baisser les consommations drastiquement, quoi. C'est comprendre nos vulnérabilités de nos systèmes, toutes nos failles, toutes nos faiblesses, et c'est en étant conscient de ces faiblesses, en fait, anticiper les risques qui sont présents et futurs. Et donc la notion de résilience, de ce point de vue-là, elle est intéressante parce que c'est, encore une fois, l'anticipation, c'est la capacité de prévoir et donc d'agir pour éviter que quelque chose de négatif se produise. On a créé ce qu'on a appelé les lundis de la permaculture. C'est-à-dire qu'on identifie des gens qui font de la permaculture. Tous les lundis, on va chez eux, on va les aider, on se forme à l'apprentissage de cette technique de permaculture. On crée un contexte humain qui est d'une richesse extraordinaire. On va se nourrir de légumes qui sont très bons, très sains et très peu chers. Et tout cet apprentissage, en fait, on peut le diffuser de personne en personne et alimenter de plus en plus de monde sur ce mode de fonctionnement. On a créé une épicerie coopérative. Cette épicerie coopérative va permettre de vraiment valoriser les circuits courts et de la nourriture de qualité. On a développé ce qu'on appelle du lobby citoyen. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé l'autorisation aux élus, on n'a pas demandé leur soutien pour faire des choses. On l'a fait. On a montré que ça marchait, et après on est allé les voir en disant est-ce qu'on peut pas débloquer des budgets pour favoriser l'accès à des circuits courts et à de l'autosuffisance alimentaire. Donc concrètement, l'archipel de la symbiose, c'est aussi de faire comprendre qu'on n'a pas à attendre à ce que le changement se produise. Le changement, ça dépend de nous. L'évolution, c'est une évolution de nos propres consciences, de la conscience de l'action, et de l'action va naître la société qu'on veut en fait. Si on se bouge collectivement, on pourra faire naître des belles choses. Si on se bouge pas, collectivement, on laisse la place à tous ceux qui veulent nous envoyer dans le mur. Chacun va être une pièce d'un puzzle, en fait, d'une belle image de la transition, d'un beau monde, mais pas rêvé, d'un monde co-construit, en fait. On commence à assembler quelques pièces, on commence à avoir une belle image, tiens, là, il y a un truc super chouette en image, et puis je vais assembler, etc. Et plus on sera nombreux à assembler nos propres compétences, nos propres pièces du puzzle de la transition, et plus l'image sera jolie, et plus elle donnera envie à d'autres de venir, et plus elle donnera la réalité de ce que veut être le monde de demain, en fait. Et le monde de demain, c'est pas demain, c'est aujourd'hui.